Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Finance Academy dédiée à la bourse et dédiée au stock picking. Alors aujourd'hui, première partie d'un entretien que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser avec l'un des plus grands professeurs de finance d'entreprise sur Paris qui au cours de cette première partie va nous évoquer la comptabilité et insister sur le fait que c'est un langage qu'il faut donc être particulièrement vigilant au sens que sont donnés les mots utilisés dans ce langage. Et dans la prochaine vidéo, il y aura la seconde partie de cet entretien où on partagera avec vous une société très particulière qui est cotée sur Euronext Paris. Je vous partage déjà cette première partie derrière le PC. Je vous dis à tout de suite. Interview première partie avec donc Pascal Quiri qui est professeur de finance d'entreprise à HEC Paris et qui est aussi l'un des co-auteurs d'un ouvrage de référence dans la finance d'entreprise en France qui s'appelle le Vernimen. Bonjour Pascal. Bonjour Philippe. Merci d'être présent sur ma chaîne YouTube. Je t'en prie. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour que l'on parle un petit peu, je dirais, de ton expertise et qu'on prenne un peu des cas concrets sur la bourse pour qu'on puisse voir un petit peu au-delà des comptes qu'est-ce qui peut se décider, se jouer et quel est le message que peut donner les comptes. Alors avant de commencer, Pascal, est-ce que tu peux nous donner ton parcours, ce que tu fais, ton métier, pour ceux qui te connaissent pas, parce que tu es quand même un personnage public. Moi, quand j'ai pris des cours de finance en 2003, j'ai acheté les bouquins que tu perpétues tous les ans. Donc voilà, mais est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais, s'il te plaît? Oui, écoutez, moi j'ai la chance d'avoir toujours deux activités. La première, c'est que on m'a fait confiance très jeune pour donner des cours de finance à HEC, puisque j'ai commencé, j'avais parfois des élèves qui étaient plus vieux que moi, et je continue à être professeur à HEC, où je donne cours à la grande école et dans le programme pour cadres dirigeants. Et puis en parallèle, j'ai rejoint à l'époque Paribas, puis BNP Paribas, où je suis resté pendant 26 ans, dans la partie investissement au départ, pour compte propre, et ensuite dans la partie fusion-acquisition. Et quand j'ai quitté BNP Paribas en 2012, à l'âge de 50 ans, ça faisait partie de mon business plan initial. Je m'étais dit qu'à 50 ans, je ferais autre chose de ma vie, espérant avoir quelques années encore devant moi. Donc, j'ai quitté BNP Paribas en termes tout à fait amicaux. Ils ont d'ailleurs créé une chaire BNP Paribas HEC pour moi. Je continue de les aider sur des aspects techniques. Quand j'ai quitté BNP Paribas en 2012, j'ai développé une activité que j'avais déjà, mais tout à fait embryonnaire, qui était d'investir dans des sociétés non cotées, des startups ou des PME. Et puis, j'ai pu, n'ayant plus les contraintes parce que dans le métier de fusion-acquisition, bien évidemment, je ne pouvais pas détenir de portefeuille actions, j'ai commencé à acquérir quelques actions cotées en bourse en me focalisant toujours sur une analyse financière au départ, et la détection d'une situation de sous-évaluation, parce que je suis un fanat, de l'analyse détaillée des sociétés, des comptes, de rencontrer les gens, d'aller aux assemblées générales. Donc tout ça, ça fait que j'ai un nombre d'actions cotées en portefeuille extrêmement réduit. Je crois que j'en ai 4 en ce moment. Donc, parce que j'y passe beaucoup de temps, parce que on va lire les comptes, on apprend plein de choses, et même une PME en bourse, souvent les comptes c'est 120 pages, quoi. Enfin, puis analyser le secteur, aller aux assemblées générales, tout ça, ça prend du temps. Donc tu es prof en finance d'entreprise. Oui, c'est ça. Oui, je suis professeur en finance d'entreprise, je ne serais pas compétent dans d'autres domaines. Ok, d'accord. Donc tu es investisseur maintenant depuis que tu fais plus du travail pour BNP, quoi. Hein, donc tu investis tes propres fonds, tu n'as pas de clients. Non, exactement, c'est beaucoup plus simple. J'investis mes propres fonds, exactement. Tout à fait. Très bien, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer ici sur ma chaîne YouTube ce que c'est que la comptabilité et en quoi c'est un langage, simplement, hein, mais en quoi c'est un langage en fait et en quoi des fois derrière les chiffres, faut faire attention parce qu'il peut y avoir des chiffres qui peuvent être tirés, on va dire, allez, pour faire simple, tirés par le haut si on veut présenter la réalité comme ça, ou tirés par le bas si on veut présenter la réalité comme ça.
Oui. Bon, alors, je ne suis pas expert comptable. J'ai des connaissances en comptabilité, mais je n'ai pas de diplôme d'expert comptable, hein. Donc, mais je crois fondamentalement que pour bien comprendre une société, il y a plusieurs choses, mais l'une des choses, c'est de lire et de comprendre bien ses comptes, hein. Et que la comptabilité, c'est un langage qui traduit par des chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une réalité économique auquel on peut accéder en réfléchissant, en rencontrant les dirigeants, en allant voir les produits de la société. Dans la grande distribution, c'est facile. Tu vas visiter un magasin, tu apprends des choses, par exemple. Mais bon, il y a des secteurs, c'est plus compliqué parce que le produit n'existe peut-être même pas au sens physique du terme, hein, pour un service. Donc, c'est un langage, cette comptabilité, qui va retraduire en chiffres une réalité économique qui préexiste, hein, en sachant qu'il ne faut pas être totalement naïf, qu'il y a quelques cas de figure, ce n'est pas la majorité, hein, la majorité des comptes sont des comptes qui sont justes, honnêtes et qui traduisent la réalité, mais qu'il y a de temps en temps des cas de figure où des dirigeants, par incompétence ou par mauvaise foi ou par malhonnêteté, peuvent essayer de biaiser la réalité économique en retranscrivant des choses plus agréables ou parfois moins agréables. Moi, je me rappelle avoir connu dans une société non cotée, la présidente voulait absolument pas faire apparaître qu'elle avait beaucoup de trésorerie, et donc en décembre, elle payait tous ses fournisseurs au cul du camion. Ils étaient enchantés, c'était Noël avant l'heure pour eux, ce qui faisait qu'au 31 décembre, il n'y avait plus de trésorerie dans la société, quoi. Et elle clôturait ses comptes, et elle payait son ISF. Enfin, bon, et puis au même moment, quelqu'un qui est un petit peu malin, quoi, il se dit, bon, bah, très bien, il n'y a pas de trésorerie, mais c'est bizarre, il y a des produits financiers dans le compte de résultat, parce que le reste de l'année, elle avait de la trésorerie et les taux d'intérêt n'étaient pas à zéro comme aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui regarde les comptes et qui réfléchit, il pouvait détecter une situation qui n'était pas normale, quoi. Alors bon, elle le faisait parce que ça faisait partie des gens qui considèrent que pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Enfin, Avec les comptes, il y a des choses qu'on peut voir. Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand on regarde le bilan, c'est quelque chose que moi j'explique sur ma chaîne, quand on regarde le bilan, c'est bien une photo à l'instant donné. Et si par exemple la dame, elle paye tous ses fournisseurs au mois de décembre, forcément, si on fait le bilan au 31 décembre, il n'y a plus de trésorerie et tout est sorti. Par contre, probablement qu'au mois de juin, si elle clôturait ses comptes au mois de juin, on aurait peut-être encore eu là la trésorerie qui aurait été là. Et ça reste la même entreprise. Donc ça veut bien dire qu'en fonction du moment où on clôture les comptes, on peut avoir beaucoup de trésorerie ou pas beaucoup de trésorerie. Donc il faut bien poser la question, est-ce qu'il y a de la trésorerie, pourquoi il n'y en a pas Voilà. Bon, alors après, il y a parfois des volontés. Cet exemple que je cite d'une société non cotée, totalement familiale, qui est par ailleurs une très belle entreprise dans son secteur et qui fait honneur à la France. Et puis après, il y a une autre problématique, c'est que parfois, tu as une saisonnalité dans les métiers qui fait que, en fonction de la date à laquelle tu clôtures, tu vas avoir un besoin en fonds de roulement plus ou moins élevé, et donc un endettement en face plus ou moins élevé. Et il y a un bon exemple en France qui est connu de tout le monde, qui est la Fnac. Voilà. La Fnac, vous savez qu'il clôture ses comptes au 31 décembre, mais bon, au 31 décembre, les clients qui payaient par carte bleue, il y a beaucoup de chiffre d'affaires en décembre, beaucoup plus qu'un 12e de l'année, les cartes bleues ont été débitées, donc le poste client est réduit est au plus faible. Le poste stock, en général, ils sont bien débrouillés, ils ont même beaucoup vendu des livres, des disques et d'autres produits brins, etc. Les stocks sont au plus bas. Les fournisseurs n'ont pas encore été payés, et donc la Fnac, on estime, ils avaient donné le chiffre au moment de l'introduction en bourse, que leur besoin en fonds de roulement au 31 décembre, il est plus petit de 200 millions que la moyenne de l'année, quoi. Et donc, leur endettement, il est plus petit que 200 millions. Mais ce n'est pas des gens qui cherchent à tricher. Le 31 décembre, dans ce métier-là, à la Fnac, parce que c'est saisonnier, parce qu'il se trouve que chaque année, Noël tombe le 25 décembre et qu'on fait des cadeaux à Noël. Enfin, en tout cas, dans les pays où est implantée la Fnac, on a cette situation. Bon, il faut le savoir. Donc, La saisonnalité. voilà, je trouve ça amusant. Je dis à mes étudiants, vous savez, quand vous regardez les comptes d'une société, considérez que vous êtes un peu comme Sherlock Holmes, Nestor Burma ou Miss Marple. Enfin, vous êtes un peu un détective qui regardez, vous vous posez des questions et vous dites, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est logique? La société non cotée qui payait ses fournisseurs au cul du camion en décembre, c'était pas logique d'avoir des produits financiers puis pas de trésorerie. Bon, alors comment ça se fait? Bon, oui, mais il n'y a pas de fournisseur. Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de fournisseur. Donc, on en arrive à échafauder l'hypothèse. Oui. Bon, et puis après, je lui avais posé la question. Elle m'avait dit, oui, bien vu. Effectivement, c'est ce que je fais, quoi.
Bon. Voilà. Et donc, je trouve que c'est très amusant. Analyser les comptes d'une société, je trouve ça, j'y prends plaisir à titre personnel, je trouve ça amusant intellectuellement. Donc, voilà. Alors voici maintenant la synthèse des propos de Pascal. Donc Pascal rappelle qu'une entreprise a une réalité économique via ses clients, ses fournisseurs, etc. Pour bien connaître l'entreprise, il faut mener l'enquête, donc idéalement en allant sur le terrain, via les réseaux de distribution des produits, en regardant les comptes, en allant en AG, en allant voir les dirigeants, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les comptes vont répondre à vos questions, une partie à minima, peut-être même à toutes vos questions, mais les comptes, c'est bien un langage. Donc si vous comprenez bien quel est le sens du langage qui est donné dans les comptes, qu'a voulu dire la direction en imprimant tel compte, ça va vous permettre de parfaire la connaissance que vous pouvez avoir de l'entreprise. Et donc Pascal a donné 2 exemples que je vais illustrer ici. Alors les illustrations que je vais faire ici ont été très simplifiées d'un point de vue comptable. Alors évidemment, s'il y a des experts comptables qui regardent, ils vont me dire c'est pas du tout ça, etc. J'ai volontairement très simplifié la comptabilité pour faciliter la compréhension des exemples tout en gardant leur intérêt. Donc le premier exemple, c'était la thématique pour vivre heureux, vivons cachés, et l'objectif était de clôturer les comptes avec peu de trésorerie à fin décembre et en utilisant comme astuce de payer au maximum les fournisseurs durant le mois de décembre. Donc je rappelle qu'une entreprise elle reçoit du chiffre d'affaires au comptant ou en décalé si vous faites du paiement en décalé pour vos clients, et l'entreprise aussi elle paye ses fournisseurs donc soit au comptant soit aussi en décalé 30 jours ou 45 jours selon le degré de confiance ou le rapport de force qu'il peut y avoir avec les fournisseurs. Ce qui fait que ce décalage entre votre argent qui rentre par le chiffre d'affaires qui est encaissé ou l'argent qui sort par les fournisseurs qui sont payés vont vous donner votre niveau de trésorerie. Donc si je prends un bilan totalement fictif de cette entreprise à fin novembre, je rappelle que le bilan d'une société est une photo à l'instant donné de tous ses actifs et de tous ses passifs. Donc là ici on a une photo pour fin novembre qui sera donc différente de la photo qu'on aura fin décembre ou qu'on aurait pu avoir au mois de juin ou au mois de janvier. Ici on peut voir qu'il y a relativement beaucoup de trésorerie par rapport à la taille du bilan. Ici dans ce bilan vous avez des terrains, de la construction. En créance client ici j'ai mis 0 pour vous montrer qu'on est en paiement comptant, mais j'aurais pu supprimer la ligne. En stock vous avez un peu de produits qui restent à vendre. Et en trésorerie on a supposons les 600 000 que la direction veut faire baisser énormément pour la clôture du mois de décembre. Donc côté passif, on a notre capital social, les réserves accumulées, les dettes long terme qui est les dettes court terme pour faire fonctionner votre exploitation et la fameuse dette fournisseur à 700 000. Donc en supposant, toutes choses étant égales par ailleurs, que tous les autres postes, que les lignes qui sont jaunes ne changent pas. On va se retrouver fin décembre avec la volonté d'aller payer énormément de fournisseurs, une trésorerie qui va fondre, on va dire de 600 000, elle va passer à 50 000, et les 550 000 qui ont été décaissés vont aller rembourser les dettes fournisseurs. Donc vous vous retrouvez alors avec ce bilan qui, je le rappelle, est très simplifié. Pour autant, on voit dans le jeu d'écriture comptable, vous avez cette trésorerie qui a énormément diminué, puis vous avez ici les dettes fournisseurs qui ont donc énormément baissé. Et donc vous vous retrouvez à clôturer votre bilan avec très peu de dettes fournisseurs par rapport à votre stock et très peu de trésorerie, ce qui était le but de la direction. Après, Pascal a évoqué qu'en voyant ce constat, ils se sont posé des questions parce qu'ils ont croisé les infos en menant l'enquête avec le compte de résultat. Et on va regarder ça. Donc le compte de résultat, je rappelle que sur un exercice annuel, ça intègre tous les produits, toutes les charges de l'année. Donc là, c'est pas du tout une photo comme un bilan, c'est l'intégration tout au long de l'année, donc notamment le mois de novembre et le mois de décembre. On va intégrer tout ce qui est produit qu'on peut avoir tout au long de l'année. Et le compte de résultat, il possède toujours 3 parties. Donc vous avez la partie exploitation, la partie financière et la partie exceptionnelle. Et quand on place sa trésorerie, c'est dans la partie produits financiers qu'on va voir. Et par exemple, on peut supposer que dans l'exemple de Pascal,
alors que la trésorerie fin décembre était plutôt faible, on se serait peut-être retrouvé avec des produits financiers ici, leur participation à zéro, mais autres intérêts et produits assimilés de 18 252. Et quand on croise avec la trésorerie, on peut se dire, c'est bizarre, qu'est-ce qui fait qu'une trésorerie aussi basse génère autant d'intérêts? Donc voilà une façon de mener l'enquête, voilà une façon de croiser les infos au sein, j'irai des comptes, que ce soit le bilan qui est une photo à l'instant T qui nous donne très peu de trésorerie à la clôture de l'exercice, et puis le compte de résultat qui nous donne des produits par exemple financiers qui sont plutôt, on va dire, conséquents en rapport avec la trésorerie. On va passer maintenant au deuxième exemple où Pascal a évoqué la saisonnalité de l'activité en prenant l'exemple de la FNAC. Donc vous avez en décembre pour la FNAC beaucoup de chiffre d'affaires qui est fait à Noël. Donc c'est une activité qui est saisonnière, comme ça existe dans d'autres activités comme les campings qui auraient plutôt tendance à clôturer leur compte au mois de septembre plutôt qu'au mois de juin, c'est-à-dire juste après la haute saison, ou les stations de ski aussi qui vont clôturer après la haute saison. J'ai repris ici les comptes de Fnac Darty 2018-2019 et ici vous avez la trésorerie en bleu avec juin 2018, décembre 2018, juin 2019 et décembre 2019. Et on constate qu'effectivement cette trésorerie a une sorte de cycle. Ici vous avez une trésorerie qui est plutôt haute au mois de décembre, donc avec les comptes clôturés au 31 décembre. Et là, comme l'a dit Pascal, on le sait, c'est qu'il y a énormément de chiffre d'affaires qui a été encaissé de façon cash, puisque les gens payent avec leur carte bancaire de façon quasi toute cash. Et en face, vous avez les dettes fournisseurs qui sont au plus haut, puisque les fournisseurs n'ont pas encore été payés. Eux, ils sont payés à 30 jours, 45 jours, etc. Et donc, vous avez cette sorte de cycle sur le cash qui nous montre bien que si vous clôturez vos comptes le 31 décembre, vous allez avoir beaucoup de trésorerie d'un point de vue facial au bilan, qui est donc la photo du 31 décembre. Mais cette même en fait société qui clôturerait ses comptes au mois de juin aurait une trésorerie qui serait 2 fois moindre. Alors là, ici, pour Fnac Darty, moi j'ai réussi à avoir les données officielles puisque c'est une société qui doit publier à la fois ses comptes au mois de décembre et aussi des comptes semestriels au mois de juin. Bon voilà, j'ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous signale évidemment qu'il y a la deuxième partie qui est prévue de cet entretien avec Pascal où là on évoquera une société particulière qui est cotée sur Euronext Paris. J'en profite aussi pour vous signaler qu'il y a toujours ma newsletter mensuelle qui est gratuite. Je vous mets le lien dans la barre de description, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et vous êtes abonné à recevoir tous les mois gratuitement ma description de sociétés qui sont cotées sur Euronext et qui font partie des small et des mid cap. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine. Ciao!